Bonsoir, alors là je vais lire, donc je continue en fait Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Et là donc on va parler du livre en fait Les enfants du capitaine Grant de Jules Verne, que moi j'ai jamais lu personnellement. Voilà. Là on se rend compte quand même qu'en lisant ce livre, enfin moi je me rends compte de ma non-culture. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à attraper parce que voilà, il me manque quand même pas mal de références, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc, si vous souhaitez d'ailleurs être informé des différentes lectures, etc., bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que je ne suis pas super assidue, parce que ce n'est pas mon activité principale, si vous voulez. Donc, je fais ça quand j'ai un petit peu de temps. En ce moment, j'en ai eu parce que j'avais des petites vacances. Donc voilà. Alors, Les enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Durant mon adolescence, toutes les connaissances que j'avais acquises sur l'histoire naturelle, la géographie ou la physique, me venaient plus de ma lecture des romans de Jules Verne que des ennuyants cours qu'on nous donnait à l'école. Les frères enseignants étaient pleins de bonne volonté, certains d'entre eux essayaient même de rendre leurs cours les plus vivants possibles, mais ils ne pouvaient jamais rivaliser avec la prose de l'auteur favori de mes 12 ans, ces envolées qui nous projetaient littéralement dans le ciel, en même temps qu'elles nous expliquaient comment le faire, ou qui nous plongeait dans le cœur des océans en nous décrivant chaque poisson que nous croisions. J'ai compris assez tôt que j'aimais apprendre les choses à travers des récits qu'on me racontait dans des romans, plutôt que dans des livres de physique ou d'histoire. Encore aujourd'hui, je préfère les romans historiques aux biographies dites sérieuses, et j'ai l'impression d'en apprendre plus au sujet de Néron ou de Jeanne d'Arc dans un roman de Hubert Monteillet qui nous décrit dans les moindres détails ce qu'il portait, ce qu'il mangeait et ce qu'il vivait, que dans n'importe quelle savante étude qui se contente d'analyser les faits sans faire revivre les personnages. J'ai besoin de l'épaisseur humaine et de l'atmosphère ambiante pour bien comprendre le passé. Moi aussi. J'ai besoin que les descriptions fassent partie d'une histoire pour bien saisir les lois de la physique ou la vie des animaux. Et je dois l'avouer, je préfère un beau gros mensonge inventé par un bon conteur, comme Alexandre Dumas, père aux faits réels platement relatés par un savant historien trop objectif. Je me fous de savoir si Louis XIV a eu un jumeau ou non, parce que j'ai eu l'impression d'avoir vraiment vécu à la cour du jeune roi Soleil en lisant le vicomte de Bragelonne. Ça m'énerve qu'on me dise que le Nautilus serait aplati comme une galette par 30 brasses de fond si on le construisait exactement comme Jules Verne l'a décrit. Ces calculs, semble-t-il, étaient erronés. Parce que j'ai eu l'impression d'y monter, de voyager dans le fond des mers pendant plus de 400 pages, et que c'est ça qui compte pour moi. Je lisais toutes les descriptions de Jules Verne sans jamais en sauter une. J'en aimais le style simple et précis. On a assez dit de lui qu'il était un grand vulgarisateur, autant que le contenu éducatif. J'ai appris les courants marins et la vie dans les profondeurs océanes, dans 20 milieux sous les mers, les courants aériens dans 5 semaines en ballon, la grande steppe dans Michel Strogoff, la pampa argentine et l'arrière-pays australien dans Les enfants du capitaine Grant, le décalage horaire dans Le tour du monde en 80 jours, la guerre de sécession dans Nord contre Sud, l'épaisseur de la couche terrestre et sa composition dans Voyage au centre de la Terre. J'ai été ébloui par la construction de l'énorme canon qui allait propulser sur la Lune un boulet habité par des humains, de la Terre à la Lune. Intrigué par l'invention de l'ancêtre du cinéma, le château des Carpates. Étonné par la découverte à la fin de l'Étoile du Sud, du diamant rendu rose par son séjour dans le gésier d'une autruche. Jules Verne ne pouvait pas utiliser un terme technique, ni un mot étranger, sans nous les expliquer longuement, et je lui en suis reconnaissant parce qu'il m'a appris la patience et la curiosité. Il m'a même montré à me servir intelligemment de mon dictionnaire, quand ses explications pourtant détaillées ne suffisaient pas. Grâce à lui, j'ai découvert le plaisir d'errer à travers le dictionnaire pendant des heures, en finissant par oublier pourquoi je l'avais d'abord ouvert. Malheureusement, maintenant, on fait ça avec nos téléphones. On ouvre, on cherche un truc et on oublie pourquoi on l'a pris à la base. Sauf que ça nous apporte peut-être pas la même chose. Hein. Mais bon, petite parenthèse. Voilà. Mes professeurs étaient souvent étonnés par mes connaissances générales en physique, en géographie ou en histoire naturelle. Mais ils comprenaient tout quand je brandissais Robur le Conquérant ou les tribulations d'un Chinois en Chine. Malheureusement, ils me citaient en exemple et ça ne me rendait pas très populaire à l'école Saint-Pierre-Clavet.
Le premier personnage du roman auquel je me sois totalement identifiée au point même de me rendre malade fut Robert Grant, le jeune héros des Enfants du capitaine Grant. Ce livre fut l'un des plus importants de la fin de mon enfance, et je garde un souvenir très précis de tout ce qui entoura sa lecture. Robert Grant avait le même âge que moi, 12 ans, mais son destin était tellement plus passionnant que le mien, qu'au bout de quelques pages de lecture, je ne savais plus si je l'aimais ou si je le détestais par pure jalousie. Son père, un marin écossais au long cours, avait fait naufrage 2 ans plus tôt. On était en 1864, quelque part sur le 37e parallèle. Était tombé prisonnier aux mains d'indigènes quelconques, mais avait quand même réussi à lancer un message à la mer dans une bouteille. Lord Glenarvan, un autre marin écossais, avait trouvé le message tout mouillé. Donc tout brouillé, dans le ventre d'une baleine. Robert Grant, le chanceux, partait à la recherche de son père autour du monde dans un bateau, le Duncan, en compagnie du Lord et de sa jeune femme, de sa propre sœur à lui, la belle Mary, et d'un géographe français, Paganel, qui s'était trompé de bateau. Ce n'était pas une existence, ça, pour un enfant de 12 ans. J'avais emprunté les 3 volumes des Enfants du capitaine Grant à la bibliothèque municipale, et je dormais avec. Celui que je lisais, posé contre ma tête pour pouvoir le humer même en dormant. Les 2 autres disposés n'importe où sur la couverture, sujet à voyager durant la nuit selon les mouvements de mon corps, présence réconfortante entre mes cuisses, sur mes pieds ou au creux de mes reins. Je dors encore en compagnie des livres que je lis. Je les pose rarement sur ma table de chevet, mais aucun depuis les Enfants du capitaine Grant, je crois, n'a autant habité mes nuits. Je lisais les aventures de Robert Grant le plus tard possible, jusqu'à ce que ma mère menace de retirer l'ampoule de ma lampe de chevet. En fait, puis je rêvais une partie de la nuit de la traversée de l'Atlantique, du détroit de Magellan, des paysages chiliens, de la cordillère des Andes. Mon lit était un bateau qui quittait volontiers ma chambre de la rue Cartier pour foncer vers le 37e parallèle à la recherche de la source du Gulf Stream. Je devenais un marin accompli en même temps que Robert Grant. J'apprenais à monter un magnifique cheval argentin à la robe noire en compagnie de Thalcave, le beau Patagone à moitié nu, dont le portrait me troublait tant à la page 95. Je traversais à gué le Rio de Rac et le Rio de Tubal. Je grimpais des murs de porphyre, les quebradas. Je cherchais en vain mon père au creux des forêts de séquoia ou sur le pic des montagnes enneigées. On disait de Robert Grant qu'il grandissait et se développait rapidement, qu'il devenait un homme. Moi, je lisais au milieu des miettes de gâteau ou de biscuits au gingembre, et je restais désespérément l'enfant envieux qui n'avait pas de destin grandiose. Un épisode en particulier m'empêcha de dormir toute une nuit. Je fis de la fièvre et me retrouvais incapable de me lever pour me rendre à l'école le lendemain matin, aux grandes dames de ma mère, qui se doutait que les enfants du capitaine Grant étaient la cause de toute cette nervosité mal canalisée. Mais cet incident fut en même temps le point de départ d'une des plus belles aventures de ma vie. Vers le milieu de la première partie du roman, les hommes de l'expédition décident de traverser à pied le Chili, puis l'Argentine, toujours à la recherche du capitaine Grant, pendant que les femmes, à bord du Duncan, repasseront le détroit de Magellan pour aller les attendre du côté de l'Atlantique. J'avais du chagrin de quitter Mary Grant et Lady Glenarvan, mais j'étais aussi très excitée à la perspective de traverser l'Amérique du Sud à pied. J'étais littéralement subjuguée par les paysages montagneux que rencontraient Robert Grant et ses amis, moi qui ne connaissais que le Mont-Royal, petite butte insignifiante, endroit de plaisance pour les Montréalais, endimanchés que j'apercevais de mon balcon, au bout de la rue Mont-Royal. Mais la cordillère des Andes, les glaciers, les torrents de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Dans mon Larousse imprimé au Canada, on me disait qu'1 mètre mesurait 3 pieds 3 pouces. Les plateaux pierreux, suspendus au-dessus du vide, les orages de vent et les orages de pluie qui s'abattaient sans prévenir et cessaient si brusquement qu'on se demandait s'ils avaient eu lieu. Les levées de soleil roses, les couchers de soleil orangés. La nourriture qui consistait en viande séchée, en graminées de toutes sortes assaisonnées de piments, de gibier fraîchement tué, d'eau des torrents dans la montagne, des ruisseaux dans les plaines, me faisait saliver et me changeait un peu des éternelles patates pilées et des incontournables petits pois numéro 1. Comment pourrais-je jamais remanger du pâté chinois après tout ça? Pâté chinois, pour les
mais français. C'est un plat typiquement québécois avec une sorte d'hachis parmentier, mais avec du maïs en crème. Et le maïs en crème, on n'en trouve pas en France. Donc, j'avais voulu en faire, mais finalement, je ne l'ai toujours pas fait. Il faudrait que je sache comment faire du maïs à la crème, mais moi-même, avec du maïs qu'on trouve là. Donc voilà, enfin bref, refermons la parenthèse sur le pâté chinois, que les enfants me demandent de temps en temps. Voilà. Donc, puis, j'arrivais au chapitre qui me fit littéralement léviter. À 12 000 pieds dans les airs, nos amis avaient décidé de passer la nuit sur un plateau glacé, surplombant l'immense vallée qu'ils allaient commencer à traverser les jours suivants pour atteindre la pampa argentine. La nuit se passe bien. Tout le monde dort, épuisé mais content. Au petit matin, cependant, un fracas épouvantable les réveille. Et pour citer les mots mêmes de Jules Verne, donc là, mots mêmes de Jules Verne, 2 points. Par suite d'un phénomène particulier aux cordillères, un massif large de plusieurs milles se déplaçait tout entier et glissait vers la plaine. « Un tremblement de terre !» s'écria Paganel. Le plateau sur lequel ils s'étaient réfugiés dévalait la montagne. J'étais avec eux, je tombais avec eux, les pics enneigés tournoyaient autour de moi, les montagnes elles-mêmes changeaient de forme, le ciel qui commençait à peine à blanchir tanguait, comme lorsque j'avais traversé le détroit de Magellan à bord du Duncan. Ma tente s'enroulait autour de mes jambes, des armes, du bois de chauffage, la batterie de cuisine, les braises du feu mal éteint me dépassaient en me frôlant. Je chevauchais une colossale montagne russe qui me précipitait sans merci, vers le fond de la vallée. Je courais à la mort, j'étais presque déjà mort au creux de mon lit, yeux grands ouverts, cœur affolé, éclaté dans ma poitrine. Le pire, c'est qu'au début du chapitre suivant, le tremblement de terre calmé, les hommes se remettant lentement de leur frayeur, Robert Grant avait disparu. Son héros. Affolement au Chili et dans le lit dévasté de la rue Cartier. Les hommes cherchaient l'enfant en vain pendant 3 jours, et moi je ne vivais plus. Robert Grant ne pouvait pas mourir. Je ne pouvais pas mourir. L'histoire ne pouvait pas se dérouler sans moi. Il restait 300 pages. J'étais le héros. C'est moi qui avais perdu mon père et qui était parti d'Écosse pour traverser le monde à sa recherche. C'est moi qui devenais un homme au milieu des Patagons et des marins au long cours. Jules Verne, mon auteur favori, de tous les pays et de toutes les époques, n'avait pas le droit de me laisser tomber comme ça. Puis vint la délivrance à travers une des images les plus fortes de mon enfance. Une image que je caresse encore 40 ans plus tard, quand par hasard je suis frappée d'insomnie. Parce que je sais qu'elle m'aidera à m'endormir, quel que soit le problème qui me tient éveillée. Au bout de 3 jours passés dans l'angoisse, à l'idée de ne jamais retrouver l'enfant perdu, Lord Glenarvan apercevait un point dans le ciel très loin à l'horizon. Le point grandissait, et un énorme condor des Andes s'approchait, en tenant Robert Grant dans ses serres. L'illustration montrait l'adolescent suspendu par les vêtements, dans le même abandon que le Christ de la Pietà de Michel-Ange. J'avais été transportée pendant 3 jours par un condor. Sous l'émotion, je fermai brusquement le livre, que je me mis à bercer. J'essayais de revivre ces 3 jours, de revoir suspendu dans les airs la cordillère des Andes glisser sous moi, le nid caché sur une aiguille de granit, la faim, la soif, mais aussi l'exaltation de se savoir traité pendant 3 jours comme le fils du grand condor. On abattait l'oiseau, Robert Grant reprenait connaissance, mais moi je restais suspendue aux serres du condor par les habits déchirés. Je ne voulais plus redescendre, je voulais rester là sur le toit du monde, au moins jusqu'au lendemain. Et j'ai éteint ma lampe de chevet en espérant rêver du grand vent et d'immenses ailes soyeuses. Mes parents furent très inquiets. Je faisais de la fièvre, mais je n'avais aucun symptôme de grippe, ou même de simple rhume. Au bout de quelques jours, maman essaya de confisquer les enfants du capitaine Grant. Mais ma crise empira et elle me remit les 3 volumes jaunis et poussiéreux, en soupirant comme une martyre. Mais une conversation que nous eûmes quand je commençais à me remettre allait changer beaucoup de choses. C'était un midi. Maman venait de m'apporter une soupe au poulet dans un grand bol, accompagnée de biscuits soda, que j'aimais faire ramollir dans le bouillon avant de les manger. « Je suis bien contente que t'aimes lire, Michel. Mais si c'est la lecture qui te rend malade, comme ça, je vais t'acheter un bâton de hockey, puis tu vas aller te faire des muscles. Si tu savais comme c'est beau, maman. Au point de te rendre malade? Je suis pas malade, je rêve.
Des rêves qui donnent la fièvre, Michel. Ça peut pas être beau. Lillet, tu vas voir. Elle avait pris le livre, l'avait feuilleté en soupirant. J'ai pas le temps. C'est trop gros. Puis c'est pour les enfants de ton âge, pas pour les vieilles femmes comme moi. T'es pas si vieille. Pauvre toi. J'ai 53 ans. C'est vrai, t'es pas mal vieille. Attention de ne pas renverser ta soupe, là. Je viens de te poser des draps propres, j'ai pas envie de recommencer. Conte-moi-les, le livre, que je sache un peu ce qui se passe dans ta petite tête. Ce ne fut pas tant le récit que je lui fis des enfants du capitaine Grant qui la troubla, je crois, mais plutôt la conclusion que j'en tirai. Qu'est-ce que j'ai, moi, à côté de Robert Grant, veux-tu bien me le dire? Il y a mon âge, il est en train de faire le tour du monde à la recherche de son père qui est un aventurier, puis moi, je suis couchée dans mon lit parce que je suis jaloux de lui. C'est un livre, Michel, c'est juste une histoire inventée. Tu peux pas être jaloux d'une histoire inventée. Je le sais que c'est juste une histoire inventée, je suis pas niaiseux, mais je suis sûre qu'il y en a des petits gars qui ont un père comme celui-là. J'aimerais ça, moi aussi, que mon père soit un aventurier, puis être obligé de voyager partout à travers le monde pour le retrouver. Papa, il est bien fin, mais c'est un imprimeur, puis il imprime. C'est tout ce qu'il sait faire. Il arrive le vendredi soir avec des calendriers du Sacré-Cœur, ou donc une annonce de savon cachemire bouquet, puis il voudrait qu'on spamme sur son travail. Ça m'intéresse pas, moi, les calendriers du Sacré-Cœur, même s'ils sont bien imprimés. Puis il a même pas été à la guerre comme les autres parce qu'il était sourd. Je te défends de parler de même de ton père. Au moins il est là. Il y en a des pères qui sont pas revenus de la guerre. Tu serais pas mieux, hein, s'il était allé à la guerre puis qu'il était pas revenu. Puis si c'était un aventurier, il serait jamais là. Puis tu trouverais le moyen de te plaindre pareil. S'il était pas là, je pourrais imaginer comment il peut être, ou ce qu'il peut être, rêver qu'il revienne, puis l'attendre si j'avais pas les moyens de courir après lui. Puis quand il reviendrait, laisse-moi te dire que c'est pas les calendriers qu'il y aurait à me montrer. J'étais au bord des larmes. Ma mère prit les 3 volumes de Jules Verne, les empila sur ses genoux, posa l'assiette de soupe vide dessus. Si c'est ce genre d'idée-là que Jules Verne te met dans la tête, mon petit gars, tu vas revenir à la comtesse de Ségur, ce sera pas long. Maman, ça fait 2 fois que tu me le confisques-là. Tu peux pas m'empêcher de finir ce livre-là. Tu me dis toujours, toi-même, qu'il faut finir les livres qu'on commence. Pas ceux qui nous mettent des idées de fous dans la tête. Elle releva la couverture, me passa la main dans les cheveux trempés. En tout cas, c'est fini la lecture, tant que tu seras pas complètement guéri. Délirer comme ça à cause d'un livre, voir si ça a du bon sens. T'es chanceux d'avoir le père que t'as. J'espère que tu vas t'en rendre compte un jour. Puis je veux pas entendre un mot, tu m'entends? C'est pas une punition que je te donne, c'est un service que je te rends. Repose-toi, t'en as besoin. J'en étais au 3e volume, le plus palpitant, et je ne pouvais tout simplement pas imaginer ne jamais savoir la fin des enfants du capitaine Grant. Je me doutais bien que Robert Grant retrouverait son père, mais où et comment? Je le dis à ma mère en geignant un peu pour faire pitié. Elle se contenta de replacer son tablier avant de me répondre. Tu demanderas à Jacques qui te la conte, la fin. Il a sûrement lu ça, lui, quand il était petit. Il a tout lu. Puis ça l'a pas rendu fou. Il avait une tête sur les épaules, lui, quand il avait 12 ans. Il était pas comme d'autres. Vers la fin de l'après-midi, après une sieste sans rêve, qui m'avait beaucoup ragaillardi, je trouvais les 3 volumes de l'enfant du capitaine Grant posés sur la couverture à côté de moi, et un petit mot, écrit en lettres carrées. Ma mère n'était pas allée à l'école très longtemps et n'écrivait pas souvent. Je suppose que la fin peut pas te rendre plus fou que t'es là. Et puis tu demanderas à ton grand aventurier Robert Grant s'il a de la belle soupe au poulet chaude à manger quand il fait de la fièvre. Bah oui. Mes parents durent discuter de tout ça en cachette, parce que le samedi matin suivant, tout de suite après les crêpes de la fin de semaine, celles épaisses, molles et baveuses que ma mère faisait le samedi, ou le dimanche, parce que mon père les adorait, mais qui nous donnaient à tous un peu mal au cœur parce que nous en mangions trop. Papa me prit par l'épaule et me traîna sur la rue Mont-Royal, sans rien me dire. J'ai déjà utilisé l'anecdote qui suit dans Les anciennes odeurs, une pièce de 1981. Ceux qui connaissent cette pièce, en apprenant son origine, me pardonneront peut-être de la répéter ici. Alors là, c'est un passage que j'aime bien, que j'ai lu à mes enfants, qui correspond un petit peu à l'adolescence, parce que moi, ils sont ados. Et voilà, je trouve ça assez simple et clair. J'aime bien comment il dit ça. Quand un enfant réalise que ses parents ne sont pas parfaits, que sa mère n'est pas la plus belle ou la plus jeune,
que son père n'est pas un héros. Le choc est toujours grand, l'adaptation difficile. Pendant son enfance, on admire et on déteste tout à la fois. Ses parents qui semblent savoir tant de choses alors qu'on ne sait rien et qui représentent la plus haute forme d'autorité alors qu'on n'en a aucune. À l'adolescence, cependant, après la révélation que nos idoles ont des pieds d'argile, on essaie de ne pas les mépriser, tout en continuant à les aimer, parce qu'on a enfin appris à les aimer intelligemment. Mais c'est difficile, notre sens critique est en train de se développer, et ils en sont les premières victimes. Je pourrais dire que j'en étais au début de cette deuxième phase, au moment où je parcourais la rue Mont-Royal en compagnie de mon père, en cet avant-midi de l'année 1954. À cause de la lecture d'un livre, je glissais volontiers et assez rapidement vers le mépris. Donc c'est vraiment, je trouve ça très intelligent, enfin bien tourné, bien... J'aime beaucoup cette façon de parler de l'adolescence, effectivement, puis même des parents, des relations, voilà, on est tellement les héros de nos enfants au début, puis après ils se rendent compte qu'on n'est peut-être pas si parfait, et c'est vrai qu'on est les premiers à s'en prendre un peu plein la tête. mais après tout, c'est de bonne guerre, ils commencent à avoir un sens critique, et ils voient qu'on n'est pas les meilleurs. Donc je trouve ça plutôt... satisfaisant, mais j'aime bien l'explication de... Et ça, moi, je l'ai lu aux enfants, parce que je trouve ça bien dit. Voilà. Donc, je continue. Donc, le père de Michel, hop, il les emmène rue Mont-Royal. Je regardais papa de profil. Toujours droit, mais la bedaine déjà bien installée et les cheveux qui commençaient à sérieusement caler. Toujours alerte, mais un essoufflement de plus en plus visible quand il montait trop rapidement un escalier, et un tic à la main droite parce qu'un nerf juste au milieu de la paume, s'était coincé. Le médecin lui avait dit que s'il ne se faisait pas opérer, sa main finirait par se refermer complètement, que viendrait peut-être un jour où il ne pourrait plus s'en servir du tout. Mais il n'avait pas d'argent pour se faire opérer. C'était un homme bon, que j'avais toujours adoré, avec qui il m'arrivait, comme je l'ai raconté dans 12 coups de théâtre, d'avoir un fun vert. Il avait un cœur en or et se révélait un mari et un père aimant, quoique parfois distant à cause de sa surdité. Mais ce jour-là, il avait à mes yeux le grave défaut de ne pas être le capitaine Grant. Il saluait des hommes de la main et soulevait son chapeau au passage des dames. Ces gestes de pure civilité que je lui avais toujours vu faire commençaient à me tomber sur les nerfs. Probablement parce qu'à 12 ans, on veut passer inaperçu. Il avait pris ses gants beurre frais, ceux des grands jours, qu'il portait d'une drôle de façon. Il n'en mettait qu'un, le gauche, et gardait l'autre bien plié dans sa main pour pouvoir serrer la patte des gens importants qu'il risquait de croiser, prétendait-il. Autre occasion pour mon mépris, naissant de se manifester de façon particulièrement méchante. Mon père n'avait sûrement jamais rencontré qui que ce soit d'important toute sa vie. À mon avis, il avait gaspillé en vain des générations de gants de la main droite, dont le cuir avait noirci en pure perte. Nous marchions sur Mont-Royal en direction de l'Est, ce qui était plutôt rare. Les boutiques intéressantes et les magasins les plus fréquentés étaient situés à l'ouest de Papineau. Mais une curiosité venait d'ouvrir au coin de Bordeaux et Mont-Royal. Et je compris avec étonnement que c'est là que nous nous dirigions. Juste à côté du couvent Mont-Royal, où le dimanche soir je regardais défiler les limousines outre-montoises ou ouest-montaises, qui déversaient des flopées de jeunes filles snobs et chics revenant d'un week-end doré. La toute nouvelle chaîne d'épicerie Steinberg venait d'inaugurer le magasin le plus moderne, le plus propre, le plus climatisé, le plus coloré et le mieux garni en produits alimentaires de tout le plateau Mont-Royal. Toutes les ménagères du coin s'y étaient précipitées pour profiter des aubaines d'ouverture et goûter avec des petits cris d'appréciation, des bouts de saucisses, des pépites de fromage, des olives farcies ou des plaquettes de pâté posées sur des biscuits Ritz coupés en deux. Elles avaient l'impression de s'être bourrées au frais de M. Steinberg et achetaient plus pour le remercier de les avoir nourris, autant que pour l'encourager dans sa nouvelle entreprise. La compagnie Steinberg était très jeune, je crois, en 1954, et nous n'avions jamais vu autant de nourriture dans un même endroit. Les épiciers du coin se plaignaient, hurlaient au scandale devant les prix coupés, mais les ménagères faisaient la sourde oreille et venaient glaner pendant des heures dans le domaine enchanté de leur nouveau bienfaiteur, M. Steinberg, qui leur vendait tout, et même plus, à moins cher, et en plus dans un beau magasin moderne et climatisé. Mon père n'avait pas encore mis les pieds chez Steinberg, et je me demandais bien pourquoi il m'y amenait avec lui un samedi matin, lui qui détestait par-dessus tout faire le marché. Un brouhaha de paniers de métal roulant sur le terrazzo
de conversations entre voisines échangées à tue-tête parce que le volume de la musique était mal contrôlé, d'annonces d'aubaine faites au micro par des voix qui ne connaissaient pas encore tout à fait leur nouveau médium, de caisses flambant neuves qui claironnaient de façon péremptoire la moindre petite vente, bref, une cacophonie de bâtiments neufs qui n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière, pour parler comme Jules Verne, nous frappa de plein fouet dès les portes mécaniques ouvertes devant nous. Mon père, comme toute personne qui se présentait là pour la première fois, avait levé le bras pour pousser les portes, mais celles-ci s'étaient ouvertes toutes seules, devant nous, et il avait regardé autour de lui pour vérifier que personne ne l'avait vu, surtout moi. Mais je savais que papa n'entendait rien de tout ça, car je le laissais me guider dans les allées surchargées de victuailles de toutes sortes et de produits pour la maison, dont la plupart étaient encore inconnus de nous. Le plus étonnant était qu'il semblait très bien savoir où il allait. Il se dirigea tout droit vers les conserves, chercha les soupes en boîte, s'arrêta, se pencha pour être à ma hauteur, me prit par l'épaule. Il sentait le lotus d'Yardley que je lui avais donné à la fête des pères, et je décidai de changer de sorte d'eau de Cologne dès l'année suivante. Il s'éclaircit un peu la voix avant de commencer. « Tu vois les boîtes de soupe Campbell ?»« Ben oui. »« Ben écoute bien ça. Les soupes Campbell sont toutes de la même couleur. Le rouge est pareil sur toutes les boîtes. »« Ben oui. »« Ben c'est à cause de moi. »« Comment ça, c'est à cause de toi ?»« Ben tu vois, quand ils impriment les étiquettes qui vont autour des boîtes, il faut qu'ils soient sûrs que le rouge soit toujours le même. »« Ben oui. »« Ben il y a un secret. Écoute, ben, pour que toutes les étiquettes soient du même rouge, il y a une recette secrète pour le rouge Campbell. Un mélange d'encre d'imprimerie. Ben secret. Dans chaque ville d'Amérique du Nord où ce qui imprime les étiquettes Campbell, il y a un pressier dans une imprimerie qui a ce secret-là. Puis ici, à Montréal, c'est ton père. J'ai la recette du rouge Campbell ici, dans ma tête, depuis des années. Puis il faut jamais que je me trompe. Parce que si je me trompais, il y aurait des étiquettes moins rouges, plus roses, trop pâles, trop foncées. Puis ce serait de ma faute. Vois-tu ça d'ici? Des tablettes de soupe Campbell avec des étiquettes de toutes sortes de rouges différents? Mais ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Puis, jamais à Montréal, entends-tu, il va y avoir une seule boîte de soupe Campbell qui ne serait pas du même rouge que les autres. Il se releva en se raclant la gorge parce qu'il s'était un peu laissé aller à l'émotion en parlant. J'ai peut-être pas fait le tour du monde, Michel, mais j'ai une très grande responsabilité ici à Montréal. Puis jamais je manquerai à mon devoir. Il s'éloigna, fier comme Artaban, la tête dans les néons neufs, le gant beurre frais bien plié dans sa main gauche. Je le rejoignis en courant et le pris par la main. Moi qui refusais depuis quelques années que quiconque me tienne la main en public. Le capitaine Grant pouvait aller se rhabiller. Ah, il est fier de son père. Ce même après-midi, mon ami Réal Bastien, avec qui je passais la plus grande partie de mes temps libres, quand je ne lisais pas, m'avait suivi chez Steinberg, en protestant un peu. J'y étais avec ma mère un matin. J'ai pas envie de pantoute d'y retourner. Viens, je te dis, j'ai quelque chose à te montrer. Ça vaut la peine. Je l'avais poussé devant les rangées de centaines de boîtes de soupe Campbell et j'avais crié pour que tout le monde m'entende bien. Regarde, mon père a inventé le rouge Campbell. Papa m'avait-il menti? Avait-il inventé cette histoire devant le mépris que je commençais à lui témoigner? Ou tout simplement pour faire cesser cette crise provoquée par la lecture des enfants du capitaine Grant? Je n'ai jamais voulu le savoir. J'ai choisi de le croire et je le crois encore. Le téléphone est à côté de moi. Je pourrais appeler un de mes deux frères, lui demander si notre père a jamais seulement imprimé une seule étiquette de boîte de soupe Campbell. Mais qu'est-ce que ça me donnerait? S'il me confirmait cette histoire, je me sentirais coupable d'avoir douté de la parole de papa. S'il l'infirmait, je ne m'en remettrais jamais. Et voilà pour l'histoire donc du capitaine Grant. Bonne soirée!